Je ne vais pas revenir trop longuement sur les ateliers précédents, mais nous allons quand même, avant d'attaquer, vous allez voir aujourd'hui autant de musiques anciennes que de peintures, je vais quand même revenir sur un fragment d'Héraclite que nous avons vu très brièvement. Et ce fragment nous servira de fil conducteur pour aborder un point que j'aimerais partager avec vous et qui m'a surpris quand j'ai commencé à associer des compositeurs et des philosophes, des auteurs et des philosophes. Alors, quel est ce point? En fait, c'est très simple. Quand on aborde la musique et les philosophies du XVIIe, XVIIIe siècle, eh bien, il y a, on pourrait dire, une forme d'harmonie presque chronologique, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait aborder la pensée de Schopenhauer avec des musiciens de son temps. On peut également l'aborder avec des compositeurs un peu antérieurs, donc dans le cas de Schopenhauer, Mozart. Jankélévitch a beaucoup parlé de Debussy, Ravel, Fauré, qui sont quasiment ses contemporains. Et ça s'applique de manière générale à beaucoup de philosophes. Mais dès lors qu'on veut parler de la philosophie antique, la philosophie plus ancienne, donc quand on aborde les pensées d'Héraclite, quand on aborde, si on a le temps de le faire, on le fait de manière transversale, la pensée de Pythagore, par exemple, enfin d'école pythagoricienne plus exactement, ou celle de Platon, comme aujourd'hui, eh bien on est toujours conduit à prendre les choses de biais. Et très souvent, c'est-à-dire qu'il est, il est difficile, évidemment, quand on parle de la pensée grecque ancienne, de recourir à des œuvres particulières musicales. Il y en a très peu qui nous sont parvenus, une soixantaine tout au plus. Mais au-delà de cela, très souvent, on a recours à des œuvres contemporaines. Pour Héraclite, par exemple, nous avons abordé Debussy. On aurait pu aussi, pourquoi pas, évoquer Webern. Donc, on va souvent avoir recours à de la musique atonale, à de la musique qu'on dit moderne ou contemporaine, qui souvent, d'ailleurs, parle moins aux gens aujourd'hui que par exemple, Mozart, Chopin ou Bach. Et pourquoi cela? Et je me posais la question, et en fait, la réponse, je l'ai trouvée, enfin en tout cas, je veux soumettre une hypothèse, et puis on va peut-être commencer comme ça. Eh bien, dans un fragment d'Héraclite qu'on a très, très brièvement entrevu la dernière fois, donc je vais le partager avec vous au sens propre comme au sens figuré. Quel est ce fragment? N'attendons plus, je vous le montre. C'est le fragment 63 dans la traduction de Marcel Conche. Je vais le lire, il est assez bref. J'aime bien lire les textes brefs. Je vous réserve les textes plus longs. Il y en a beaucoup des textes un peu plus longs chez Platon. Alors que le discours vrai est universel, les nombreux, c'est-à-dire nous, vivent en ayant la pensée comme une chose particulière. On l'a vu lors du précédent atelier, ou on l'a aussi vu lors du premier atelier. La grande quête philosophique et la grande quête qui rapproche ou qui rend jalouse la philosophie, qui rapproche philosophie et musique, ou qui rend jalouse la philosophie quand elle aborde le continent musical, eh bien, c'est cette capacité de la musique à exprimer ce que la philosophie cherche souvent vainement à dire. Quand il s'agit d'amitié, d'amour, quand il s'agit de société, quand il s'agit des grands thèmes qui en tant que communauté humaine, nous font vivre, réfléchir, eh bien, la musique parfois arrive à mieux exprimer cela. Alors, ce qui est très intéressant dans ce fragment d'Héraclite, alors que le discours vrai est universel, le discours ici c'est logos, alors que donc le logos, et on l'a vu la dernière fois, le logos pour Héraclite, il est universel, c'est-à-dire qu'il est ce qui parvient à dire et à maintenir ensemble la tension, la contradiction qu'il y a dans toute réalité. C'est-à-dire, le logos est ce qui arrive à dire
le fait que dans un arc, ce qui est à la fois enfin, ce qui génère la vie de l'arc, c'est-à-dire la flèche, eh bien, cela vient de la tension, de la contradiction entre les deux extrémités du bois, entre le bois et la corde, entre la tension de la corde et du bois qui fait que on va tendre avec le bras dans un sens, l'arc va se tendre dans l'autre sens, et c'est de cette contradiction même dans la tension de l'arme que va jaillir la flèche. On a vu que la même logique pouvait s'appliquer par exemple à la lyre, qui est aussi un morceau de bois muni d'une corde, au sens le plus basique. Et la note de musique, comme la flèche, elle surgit de cette tension entre les deux extrémités tenues par la corde de l'instrument. De la même manière, quand il s'agit de ne pas rentrer, quand Héraclite dit qu'on ne rentre jamais deux fois dans le même fleuve, ce qui est important, ce n'est pas tant le fait qu'on soit toujours différent ou qu'il y ait un courant. Non, ce qui est important, c'est la tension même qu'il y a entre les deux rives, de la même manière qu'il y a une tension entre les deux extrémités de la lyre ou les deux extrémités de l'arc, et qui va générer la vie. Alors, qui va générer la vie sous la forme d'une flèche, donc qui peut tuer, qui va générer la vie sous la forme d'une note de musique, ou qui va générer aussi la vie sous la forme du devenir et du courant même du fleuve. Et puis, plus encore, quand on comprend que le discours vrai est universel, donc c'est-à-dire qu'il est acceptation de la contradiction des deux morceaux du bois de la flèche, de la lyre ou de l'arc, ou des deux rives même du fleuve ou de la rivière, eh bien, quand on comprend que le discours nous parle de ça, qu'il exprime ça, eh bien, on est mieux armé, on est mieux en harmonie, si l'on veut, avec le réel. Mais le fait est que les nombreux, c'est-à-dire nous, vivons toujours en ayant la pensée comme une chose particulière. C'est-à-dire qu'on se sert toujours du logos pour des visées utilitaires, pour faire des maths, pour comprendre avec la logique. Nietzsche dira la même chose. Pour produire une pensée qui pourra être une pensée garante, par exemple, de paix, de concorde entre les hommes. Mais, aussi nobles que soient ces buts, et il ne s'agit pas de dire que ces buts ne sont pas nobles, eh bien, d'une certaine manière, ils trahissent la visée du logos. Et quelle est la visée du logos? Quelle est la visée du discours vrai? Eh bien, elle est l'universalité. Et quelle est cette universalité? Quelle est cette capacité à dire le réel? Eh bien, reconnaître que le réel, c'est la contradiction. Le réel, c'est le conflit, comme le dit Héraclite, le polémos, c'est-à-dire la contradiction entre les deux côtés de l'arc, la contradiction entre les deux rives du fleuve. Donc, le discours vrai est universel, les nombreux vivent en ayant la pensée comme une chose particulière. Et ce qui est très intéressant, et ce qui explique peut-être qu'on ait tendance à recourir à la musique contemporaine quand il s'agit d'illustrer, mais plus qu'illustrer, vraiment de mieux comprendre, de mieux mettre en perspective la pensée grecque, c'est qu'au fond, chez Héraclite, chez Aristote, chez Platon, il y a une même recherche qui tourne autour de ce qui est dit dans ce fragment d'Héraclite. Le discours vrai est universel, on échoue à penser avec le discours vrai. On échoue, en fait, à utiliser et à user du logos, du discours vrai, d'une manière autre que simplement pragmatique, particulière, utilitaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on trahit toujours le discours. Et quelle est la recherche de la musique contemporaine? Quelle est la recherche de la peinture contemporaine? Aujourd'hui, on fera appel à un peintre que j'aime beaucoup aussi pour illustrer la pensée et la musique, la pensée de Platon et aussi sa conception de la musique, qui est Paul Klee. Bien, il y a une recherche précisément sur ce qui est en jeu dans ce fragment d'Héraclite, ce qui est en jeu aussi dans la pensée de Platon. Et cette recherche, elle a à voir avec le fait que peut-être que le langage nous trahit, peut-être que le discours vrai
nous échouons nous échouons à l'assumer, à le faire nôtre et finalement à le, nous échouons finalement par les mots, par le discours, à retrouver le réel et à véritablement exprimer le réel au sens large, c'est-à-dire le réel, c'est aussi nos émotions, c'est aussi la complexité de ce qui se présente à nous, mais c'est aussi la complexité de ce qui se présente en nous. Donc, finalement, l'époque contemporaine, en cela, n'est pas très différente. Il y a une vraie question autour de ce que nous, on appelle la représentation, ce que les Grecs n'appelaient pas la représentation. Mais il y a une vraie question autour de la capacité du discours à dire le réel. La capacité du discours vrai, comme le dit Héraclite, à dire l'universel et à porter l'universel. Le discours contemporain en musique, le discours contemporain en peinture, c'est un constat finalement de problèmes et finalement d'incapacité à exprimer ce qui est en jeu dans notre rapport au monde. Et c'est pour ça qu'il y a des peintres comme Cézanne, c'est pour ça qu'il y a des peintres comme Paul Klee ou Kandinsky qui vont essayer de manière très différente de chercher un nouveau moyen d'expression qui sera l'abstraction, qui seront avec tous les peintres, finalement toute la famille des peintres, y compris hyper réalistes, des peintres de l'époque contemporaine, qui vont donc s'interroger sur notre capacité et sur la capacité du discours ou des moyens d'expression humains à exprimer le réel et à dire l'universel. Donc, cette recherche, finalement, et c'est en cela que c'est finalement un pont qui se fait de lui-même assez facilement, cette recherche entre la pensée d'Héraclite, la pensée de Platon, mais la pensée de... Oui, ça commence avec Héraclite, Platon, cette réflexion autour du logos. Eh bien, sur la fonction du logos, sur la capacité du logos à dire ou pas à l'universel, à y réussir ou pas, cette tension qu'il y a au sein même du logos, eh bien, on la retrouve aujourd'hui dans les questions que vous avez autour de la musique atonale. On la retrouve aujourd'hui, enfin depuis une centaine d'années. On la retrouve aussi autour de la peinture contemporaine, en particulier depuis Kandinsky, mais bien avant déjà. On l'a vu aussi avec, par exemple, Debussy en musique. Ces questionnements ne sont pas contemporains, évidemment d'Héraclite ou Platon, mais le problème, au fond, posé différemment, est le même. Alors que le discours vrai est universel, nous vivons en ayant la pensée comme une chose particulière. Comment sortir de cela? Comment penser cela différemment? Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, encore plus qu'à l'époque d'Héraclite, la musique peut nous aider à justement penser les choses différemment. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des questions ou des suggestions? Je ne sais pas si nous avons tous nos amis kenyans avec nous, vu le temps qu'il fait, mais bon, je pense qu'il faut... l'optimisme est un devoir moral, j'aime bien. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous savez que vous pouvez lever la main sur Zoom, ce qui est pratique. Et puis, si vous n'en avez pas, nous pouvons enchaîner sans autre forme de procès. Avez-vous des questions? Alors, sans plus tarder, continuons notre parcours, notre cheminement dans philosophie et musique. Encore une fois, l'idée, nous l'avons évoqué, c'est vraiment de s'interroger tous ensemble sur cette capacité peut-être qu'a la musique de dire des choses que la philosophie échoue à penser ou à exprimer en tout cas. Sinon à penser, du moins à exprimer. Et l'objectif en faisant se dialoguer ensemble ces compositeurs et ces philosophes, c'est justement de tester ces hypothèses, d'avancer de manière sans doute non systématique, de manière jusqu'à présent chronologique, mais on va sûrement changer. Je pense que Gilles Deleuze arrivera très vite dans nos ateliers, parce que ça s'impose conceptuellement. Donc on ne va pas avoir une approche uniquement historique. Mais conceptuellement, l'enjeu, et le premier enjeu tel que nous l'avons posé, ça revient à cette question
que résume très bien le fragment 63 d'Héraclite. Alors que le discours vrai est universel, les nombreux vivent en ayant la pensée comme une chose particulière. Alors, si justement on fait l'effort de revenir à l'époque d'Héraclite et à l'époque de Platon en particulier, eh bien, ils ont une autre chose en commun. J'ai dit qu'il y avait ce questionnement sur la capacité du discours à saisir l'universel et à dire le réel. Eh bien, il y a, comme souvent, quand il y a une interrogation qui porte sur le discours, et c'est exactement la même chose aujourd'hui, à notre époque. Et quand je dis notre époque, ce n'est pas le 21e siècle ou le 20e siècle, c'est vraiment aujourd'hui. Eh bien, quand il y a une crise du langage politique, quand il y a une crise du langage, ce que les mots veulent dire, ce qu'on appelle la post-vérité, cela va en général de pair avec une crise politique. Donc la crise sur la valeur de vérité, de ce que nous appelons vérité, de ce que nous consentons collectivement à appeler vrai, que ce soit dans les médias ou même dans, à un niveau plus conceptuel, eh bien, ça va de pair avec une crise politique. Avec, par exemple, en Europe, mais pas qu'en Europe, la montée des populismes, la montée des régimes plus comment dire, qui étaient au début néolibéraux progressistes et qui ont abouti finalement à des régimes plutôt néolibéraux populistes. Alors, oui, ça génère une inquiétude, quel que soit le bord politique qui recueille nos assentiments individuels. C'est sûr que ça peut inquiéter. Et un bon symptôme de tout cela, c'est le langage, c'est ce que l'on met derrière les mots, c'est les débats autour des mots. Et d'une certaine manière, c'est la crise du langage. À l'époque de Platon, et ce qui pousse Socrate, le maître de Platon, à faire de la philosophie, enfin un des deux maîtres de Platon, parce qu'il y en a deux, il y a Socrate d'abord, et puis ensuite il y aura Pythagore, qui est antérieur à Socrate, mais vers lequel Platon, sur la fin de sa vie, de plus en plus, dont il va de plus en plus se rapprocher. Il est à la fois socratique, on va dire, et puis aussi très proche de la pensée de Pythagore. Eh bien, Platon écrit à un moment de scandale de la raison. Quel est ce scandale? Je vous donnerai, non pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, on parlera de la bibliographie, de manière plus précise la prochaine fois, à la fin de ces deux ateliers sur Platon. Il y a un très très bon livre récent qui est paru sur le procès de Socrate, qui est écrit de manière extraordinairement brillante. Et peut-être qu'on aura le temps d'y faire allusion, parce que je vous le conseille vraiment, c'est une extraordinaire lecture de confinement, et ce n'est pas quelque chose de négatif ou de péjoratif, c'est une très très bonne lecture sur le procès de Socrate de Paulin Ismar. Je crois que ça s'appelle le procès de Socrate, de mémoire. Paulin Ismar, donc c'est un excellent spécialiste de la Grèce du 5e siècle, et en fait il essaie de voir quelles sont les hypothèses autour du procès de Socrate. Comme vous le savez sans doute, dans l'Athènes du 5e siècle, avant Jésus-Christ, dans l'Athènes du 5e siècle, la pensée de Platon commence avec ce constat d'une faillite de la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie a condamné Socrate à mort. Et le livre de Paulin Ismar, justement, c'est une interrogation sur quels sont les vrais mobiles de la condamnation à mort. Alors, le mobile initial, c'est la corruption de la jeunesse, puisque par ses questions et sur l'agora, donc sur la place publique, Socrate interrogeait des jeunes gens et il les faisait douter d'eux-mêmes, par son ironie, il leur faisait voir ce que eux-mêmes voyaient de manière blanche ou noire, il le faisait voir de manière plus nuancée, de manière peut-être un peu plus grise, de manière plus subtile, justement, en s'attaquant aux évidences que véhicule le langage. Et donc en creusant par le dialogue, dont on a dit plusieurs fois que l'objectif du dialogue, c'est une traversée par les mots qui nous aident à mieux comprendre le réel entre nous, le réel tel qu'il se donne à nous, et aussi
et aussi tel que nous le percevons nous-mêmes, même si les questions de perception, évidemment, sont plus tardives, philosophie, mais quand j'interagis avec des gens, quand je pense, quand les questions de justice, de morale, de vertu se posent à moi, quand la question de la beauté intervient, eh bien, de quoi parlons-nous? Et les questions des dialogues de Platon, avec le personnage de Socrate ou avec des personnages qui sont soit Socrate, soit Platon lui-même, soit d'autres, qui ont des noms comme par exemple l'étranger, dans un dialogue magnifique et tardif qui s'appelle Les Lois. Eh bien, tous ces dialogues visent à mieux clarifier par les mots et par l'échange ce que nous voulons dire. Qu'est-ce que les mots veulent dire et qu'est-ce que nous voulons dire quand nous employons ces mots. Donc, on voit que l'objectif, finalement, de ces dialogues de Platon, eh bien, il n'est autre que d'éclairer ce que les mots veulent dire à un moment de crise politique. C'est-à-dire que le double sens du mot « crisis » en grec, c'est à la fois le sens qui est le nôtre du mot « crise », et c'est aussi le sens qui est le nôtre du mot « critique », le jugement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, à un moment de crise politique, à un moment de crise du langage, et à quoi Socrate relie cette crise du langage, eh bien, il le relie à la présence de populistes, enfin nos populistes, qui sont ces sophistes, dans une certaine mesure, qui utilisent de manière rhétorique le langage pour gagner de l'argent ou obtenir un pouvoir. Finalement, on n'est pas très, très loin de ce qu'on a aujourd'hui, où finalement la question de la... Vous voyez, effectivement, c'est assez impressionnant. Pas tomber très loin. Il doit être à 600-700 mètres, d'après les secondes entre l'éclair et le tonnerre. Donc, c'est assez atypique, j'aime beaucoup. Donc, la pensée ici, la pensée qui est en jeu, c'est justement de trouver, par l'instrument critique, donc le jugement critique, essayer de faire face à un temps de crise du langage, un temps de crise politique. Alors, comment, dans ces dialogues, et on va le voir, Socrate s'y prend-il, et quelle est justement la place de la musique, la place de l'harmonie, pour finalement aider Socrate et aider surtout le lecteur ou l'auditeur dans finalement ce moment critique par rapport à une crise. Donc dans ce moment essentiel pour la vie politique athénienne, où donc Platon, élève de Socrate, se rend compte que la politique ne marche pas, et la démocratie ne marche pas, puisqu'elle en est venue à condamner à mort le meilleur d'entre nous, eh bien, face à cela, l'utilisation des mots, l'utilisation du langage, l'utilisation du dialogue entre personnes qui se respectent mais se contredisent souvent et ne sont pas nécessairement d'accord. Les adversaires de Socrate ne sont pas simplement des faire-valoir, il y en a qui ont des réflexions à un niveau de pensée extraordinaire, comme par exemple Calliclès dans le Gorgias, qui finit par dire on peut être d'accord, j'interromps le dialogue, car je ne suis pas en accord avec la pensée de Socrate, et finalement, la position de Calliclès se respecte. Elle n'est pas uniquement celle d'un faire-valoir, donc ça c'est dans le Gorgias. Bien, nous, ce qu'on va essayer de voir et de comprendre dans ce voyage de 2 ateliers avec Socrate et la pensée de Platon, c'est justement comment appliquer à la musique ce que nous avons vu à l'instant chez Héraclite, alors que le discours vrai est universel, les nombreux vivent en ayant la pensée comme une chose particulière. Eh bien justement, la musique est une bonne illustration chez Platon, si vous voulez, de ce principe de cette compréhension du discours vrai comme tension, comme contradiction. Parce que quand Platon parle de la musique, eh bien on a du mal à s'y retrouver. Il y a des passages de la République, par exemple, où il est écrit que la musique, l'art musical, est essentiel pour former les gardiens de la cité. Alors, qu'est-ce que la République ? La République,
c'est un dialogue très nourri, très important en volume aussi, de Platon, où il est question de savoir ce qu'est la justice. Et donc, sur la base de ce dialogue, Platon va essayer de s'interroger sur ce que pourrait être une cité idéale. Que pourrait être une cité idéale? Et au livre 2 et au livre 3, il évoque la formation justement de ce qu'il appelle les gardiens de la cité. Ces gardiens de la cité, justement, sont les garants du bon fonctionnement, et aussi une forme de police à tous les niveaux, de cette cité idéale. Et dans l'instruction, puisqu'il va dans le détail, hein, il parle de gymnastique, il parle en particulier des différentes choses que ces gardiens doivent acquérir, eh bien, il est question de la musique. Il dit la musique est indispensable. Là, on est au livre 2. Et puis, un peu plus tard, au livre 10, pourtant, il y a un passage très célèbre de Platon où il est écrit que les poètes et les musiciens, puisque les poètes et les musiciens sont une seule et même chose, on va le voir, doivent être exclus, bannis de la cité idéale. Donc ça semble en soi un peu contradictoire. Alors l'hypothèse qu'on peut faire, c'est simplement que peut-être que Platon se contredit lui-même et que la République est un ajointement de textes disparates. Mais ce n'est pas l'hypothèse qu'on retiendra et ce n'est pas l'hypothèse qu'ont fait les philologues qui ont travaillé sur ce texte. En revanche, peut-être une autre hypothèse est-elle envisageable, c'est une hypothèse qui nous conduirait à voir et à comprendre la musique comme le lieu même d'un discours vrai, d'un discours de la contradiction, ou, comme le souligne très souvent dans ces dialogues Platon lui-même, comme un lieu, enfin comme une forme de remède, comme une forme de drogue qui peut avoir un effet positif comme un effet négatif. Alors on va essayer de voir cela aujourd'hui. On va essayer de comprendre comment, pour Platon, il y a deux types de musique. Il y a une musique qui est un filtre, une forme de filtre d'amour, de charme, qui est très plaisant, mais qui peut avoir un impact extrêmement négatif sur les citoyens et sur nous, et sur la pensée de manière générale. Et puis, comment aussi il peut y avoir une autre conception de la musique, conception tirée, on l'avait vu avec Héraclite, d'une idée du cosmos comme harmonie, et d'une idée qui, en fait, nous conduit vers une pensée de la philosophie, enfin, de la philosophie comme la forme la plus suprême de la musique. On va le voir tout de suite. Alors, si vous le voulez bien, commençons par la mort, commençons par la fin de Socrate, avec les pages d'ouverture d'un texte sublime. Si vous lisez un dialogue de Socrate, enfin de Platon avec Socrate comme personnage, donc, qui est bien plus qu'un porte-parole, encore une fois, le maître de Platon, donc Socrate, c'est le Phédon. Alors le Phédon, au tout début du Phédon, donc le Phédon est un dialogue qui en fait prend place à la fin de la vie de Socrate. Socrate a été condamné à mort, comme je l'ai déjà dit. Il est condamné à boire la ciguë. Et ses amis, dans ce dialogue, dont Cébès, qui va prendre la parole en premier, eh bien, se réunissent pour évoquer les questions aussi importantes que le rapport à la mort de Socrate, la raison pour laquelle il décide de rester. Et comme il le dira lui-même, ils se réunissent aussi pour comprendre que tout acte philosophique, finalement, ce n'est pas une petite mort, c'est une grande mort, c'est une manière d'apprendre à mourir. Quelque chose que Montaigne, par exemple, reprendra de manière différente, mais qui marquera aussi beaucoup la pensée de Montaigne. Philosopher, nous dit Socrate, c'est apprendre à mourir,
c'est-à-dire mourir à ses illusions, mourir à certaines naïvetés qu'on peut avoir, et mourir aussi, pour reprendre encore ce qu'on a dit du fragment 63 d'Héraclite, à une certaine conception naïve du langage. On meurt à l'enfant en soi pour finalement rentrer dans l'âge adulte. Alors, qui veut lire ce très beau passage ? Ne voyez pas cela comme une tâche, c'est un cadeau que je vous fais, c'est un des plus beaux textes, des plus belles pages des dialogues de Platon. Et pour vous situer le passage, donc on est quasiment au tout début du dialogue de mémoire, et Cébès en fait raconte que arrivé dans la cellule de Socrate, eh bien il veut en savoir davantage. Il dit bien, écoute, mon Dieu, tu t'apprêtes à mourir, c'est tellement triste. Et les gens veulent savoir ce qui se passe, les gens veulent savoir ce que tu penses, tout le monde parle de cela sur l'Agora à Athènes et au-delà. Et on m'a dit que sur le tard, alors que tu es sur le point de mourir, tu te mets à faire de la musique. Mais qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce possible ? Je veux comprendre. Par Zeus, Socrate, dis-moi. Qui veut lire ? Qui veut lire ce beau passage ? Alors, je vois Margaret qui est arrivée. Catherine depuis Rome. Alors, qui d'autre ? Est-ce que Guy est là ? Oui. Est-ce que Sophie est toujours avec nous ? Sophie est une excellente lectrice aussi. Mais Sophie, elle était là. J'espère que ce n'est pas la pluie qui est là. Bon alors, une dernière chance pour la lecture. Ou moi, ça me va de lire. Je peux lire, ça va très bien. De toute façon, vous avez le texte devant vous, alors allons-y. Alors, Cébès prenant la parole. Donc, on est quasiment au début du Phédon. Par Zeus, Socrate, dit-il, il est heureux que tu m'en aies fait souvenir, car à propos des poésies que tu as composées en mettant en musique les fables d'Ésope et un prélude pour Apollon, plusieurs personnes m'ont déjà demandé, et l'autre jour encore Événos, quelle idée tu as eue. Depuis que tu es ici, de composer des vers, toi qui jusque-là n'en avais point fait de ta vie. Si donc tu tiens à ce que je puisse répondre à Événos, quand il me posera de nouveau la question, car je suis sûr qu'il n'y manquera pas, apprends-moi ce qu'il faut que je lui dise. Donc vous avez Événos, qui représente plus qu'une personne, puisque c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Au soir de sa vie, condamné à mort dans son cachot, voilà que Socrate se met à mettre en musique les fables d'Ésope et un prélude pour Apollon. Réponse de Socrate. Eh bien, Cébès, répondit Socrate, dis-lui la vérité à Événos, que ce n'est pas dans le dessein de rivaliser avec lui, qui est musicien, ni avec ses poèmes que j'ai composé les miens, car je savais bien que ce n'était pas chose aisée, mais que c'était pour éprouver le sens de certains songes, et que, pour acquitter ma conscience, je voulais m'assurer si c'était bien ce genre de musique qu'il me prescrivait de cultiver. Voilà en effet de quoi il s'agissait. Souvent dans ma vie passée, j'ai eu la visite du même songe. Il apparaissait tantôt sous une forme, tantôt sous une autre, mais il me disait toujours la même chose. Socrate, fais œuvre de poète et cultive la musique. Et moi, jusqu'ici, je croyais que c'était précisément ce que je faisais, qu'il m'encourageait et m'excitait à pratiquer, et que, comme on encourage les coureurs, le songe m'excitait, moi aussi, à poursuivre mon occupation, à pratiquer la musique. Car, pour moi, la philosophie est la musique la plus haute, et c'est à elle que je m'appliquais. Mais, à présent que mon procès a eu lieu, et que la fête du Dieu a fait surseoir ma mort, j'ai cru que je devais, si peut-être le songe me prescrivait de me livrer à la musique ordinaire, ne pas lui désobéir et m'y appliquer. Car il est plus sûr de ne pas partir avant d'avoir déchargé ma conscience en composant des poèmes pour obéir au songe. C'est ainsi que j'ai d'abord fait œuvre de poète en l'honneur du Dieu,
dont on célébrait la fête, Apollon. Après cela, je pensais qu'un poète qui veut l'être réellement devait composer des fictions et non des discours. Et comme je ne me sentais pas ce talent, je pris les fictions qui étaient à ma portée, les fables d'Ésope, et que je savais par cœur, celles d'Ésope. Et je me mis en vers les premières qui me vinrent à la mémoire. Ce n'est pas un passage facile. Et aujourd'hui, nous allons rivaliser avec le jeune Nietzsche de La naissance de la tragédie. Dans La naissance de la tragédie, commentant ce passage, Nietzsche dira par exemple que sur le tard, Socrate se convertit d'une manière un peu inattendue à une forme de mysticisme. Mais c'est un passage qui reste assez obscur pour beaucoup d'interprètes. Alors, pourquoi est-il obscur? Parce que simplement, dans beaucoup d'autres dialogues, le moins qu'on puisse dire, c'est que Socrate n'est pas ami de la poésie, des fables d'Ésope, même s'il les connaît par cœur, comme tous les jeunes Grecs de son temps, ou de la musique. Donc, comment comprenez-vous ce passage? Et quand je dis comment comprenez-vous, vous pouvez essayer de donner votre interprétation, mais vous pouvez aussi vous attacher à certains mots, des mots qui vous ont plu particulièrement, soit parce qu'ils sont obscurs, soit parce que vous pensez avoir quelque chose à dire sur ces mots, ou soit parce que vous les trouvez beaux. Les trois motifs sont suffisants. Donc, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce passage? Y a-t-il un commentaire ou une première réflexion sur ce passage? Alors, n'hésitez pas. Ah, Guy Moreau. Alors, Guy, où es-tu? Est-ce que... Voilà, c'est formidable ce système. Guy, tu peux y aller. Attends, est-ce que tu peux parler, Guy? Attends, unmute, voilà, c'est moi. Vas-y. Je pense que tu peux parler. Alors, est-ce que tu peux parler ou pas? Bon. Hop. Alors, Hélène et Gaël, pourquoi parle-t-il de décharger sa conscience? Bon. Alors ça, à votre avis, est-ce que quelqu'un d'autre peut répondre? Et puis après, on reviendra à Guy. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas de micro. Ah, très bien. Alors Guy, si tu n'as pas de micro, c'est pas grave, tu peux écrire. Et en attendant, on va essayer de répondre à la question d'Hélène et Gaël. Pourquoi parle-t-il de décharger sa conscience? Alors, ici, il y a plusieurs raisons. Il y a une forme de culpabilité, mais il y a toujours chez Socrate une forme d'ironie aussi. Pour acquitter sa conscience, et pour décharger sa conscience, il est évidemment au soir de sa vie, il sait qu'il va mourir. Il sait que donc le Dieu ne lui a pas, comment dire, les dieux lui sont défavorables. Le procès démocratique lui est également défavorable. Et en fait, pour acquitter sa conscience, eh bien, c'est une conscience par rapport à son démon, ce qu'on appelle le démon de Socrate. C'est une petite voix. Pourquoi? Si on relit le texte,
Ce n'est pas dans le dessein de rivaliser avec Événos que j'ai composé mes poèmes. Je ne prétends pas être un grand poète. Je sais que ce n'est pas chose aisée. Mais c'est pour éprouver le sens de certains songes et pour acquitter ma conscience. Car je voulais m'assurer si c'était bien ce genre de musique que ces songes me prescrivaient de cultiver. Alors, que disent ces songes? Que dit ce démon? Un démon de Socrate qui est ici très présent. Il lui dit « Fais œuvre de poète et cultive la musique ». Donc ici, acquitter sa conscience, c'est vraiment l'idée qu'il s'agit d'en avoir le cœur net. Acquitter sa conscience, c'est-à-dire, en tant que citoyen athénien, donc on va dire acquitter sa conscience politique, mais c'est aussi acquitter sa conscience religieuse par rapport au Dieu, et aussi acquitter sa conscience, et c'est bien évidemment plus important pour Socrate, en tant que philosophe. On lui dit, Socrate fait œuvre de poète et cultive la musique. Eh bien, il veut comprendre le sens philosophique que cela peut avoir. Et donc, au soir de sa vie, oui, il y a une forme de culpabilité, mais c'est une forme d'ironie aussi. On ne pourra pas dire qu'il se sent vraiment coupable, mais au moment de passer de la vie à la mort, au moment de quitter ce qui est pour Socrate, selon un jeu de mots de Phédon, le tombeau de l'âme, donc Sema, Soma, Sema le tombeau et Soma comme la somatisation, l'âme, le corps, pardon, le corps. Donc le corps est le tombeau de l'âme pour Soma, Sema. Eh bien, pour Socrate, eh bien, au moment où finalement il va se libérer du poids du corps, au moment où finalement il va plus rester que l'âme, eh bien, il va en avoir le cœur net. C'est ses songes, ses rêves qui lui ont été inspirés ou qui lui sont venus la nuit par son démon, donc ceux qui l'enjoignaient de faire œuvre de poète, de cultiver la musique, que veulent-ils vraiment dire? Alors l'interprétation de Socrate, et c'est ça qui est très intéressant, il dit « je croyais que c'était précisément ce que je faisais depuis que je philosophais, faire œuvre de poète et cultiver la musique. » Et donc on voit ici qu'il y a une forme d'inattendu, enfin de contradiction, plutôt de paradoxe au sens propre, paradoxa, donc ce qui est en marge de l'opinion, puisqu'ici, on dit « fais œuvre de poète et cultive la musique ». Quelle est la réponse de Socrate? Mais moi, je pensais que depuis toujours, j'avais fait œuvre de poète et cultiver la musique. Pourquoi? Car pour moi, la philosophie est la musique la plus haute. Et c'est à elle que je m'appliquais jusque-là, de mon point de vue. Alors, comment comprendre cela? Pour comprendre cela, et c'est un point essentiel, non pas seulement pour aujourd'hui, mais pour tous nos ateliers, il faut bien comprendre ce que nous entendons. Voilà, je vais revenir à vous, parce que c'est important, du coup je vous regarde bien dans les yeux. Derrière le mot musique, qu'est-ce que nous entendons par musique? Bien, la musique, justement, et ça demande un effort pour chercher le discours vrai, le vrai logos de musique, ce qu'il y a derrière la parole, n'est pas seulement ce que nous entendons par musique. La musique, musiquée, c'est ce qui a rapport aux muses. Alors, ce qui a rapport aux muses, c'est la poésie, c'est la tragédie, c'est la comédie, et c'est aussi ce qui va avec, puisque dans les chœurs tragiques, ou aussi dans la poésie, eh bien la lyre, ou parfois la flûte, ou parfois l'aulos, on le verra, c'est un instrument dont vous allez devenir très amis aujourd'hui, j'espère, eh bien accompagne toujours, eh bien en fait vont de pair. Donc le musiqué qui est en fait un agencement de tous ces arts, eh bien un interprète de Platon l'appelle, pour bien traduire le mot musique dans la République en particulier, ou dans le Phédon, il dit qu'il faudrait utiliser l'expression le musique, et pas la musique. Le musique, pourquoi? Parce que quand on parle de musique ici, il ne s'agit pas simplement
de l'art des sons, qui est la définition la plus basique de la musique, qui vaut encore aujourd'hui, même si évidemment on peut aller un peu plus, on peut faire plus complexe, mais bon, c'est pas simplement l'art des sons. L'art des sons, ou la musique telle que nous l'entendons, c'est une partie simplement de quelque chose qui a rapport aux muses et qui est, on pourrait dire, le musique. Alors, ici, ce rapport aux muses, c'est justement ce qui est en jeu dans cet extrait. Alors, revenons sans plus tarder à notre écran. Revenons sans plus tarder à notre écran parce que dans ce passage, eh bien, on voit que la phrase essentielle, mais très paradoxale et qui demande un éclairage, c'est « La philosophie est la musique la plus haute ». Car pour moi, la philosophie est la musique la plus haute, et c'est à elle que je m'appliquais. Comment la philosophie pourrait-elle être la musique la plus haute? Comment la philosophie pourrait-elle être la forme de rapport aux muses la plus haute? Eh bien, parmi les différentes muses qui existent, il y a les muses les plus hautes sont celles qui ont à voir avec l'harmonie, mais pas simplement l'harmonie des sons, mais aussi l'harmonie, on l'avait vu avec Héraclite déjà, et l'école pythagoricienne, l'harmonie des planètes, c'est-à-dire avec l'ordre du monde, avec ce qu'on appelle le cosmos, c'est-à-dire à ce qui nous fait saisir dans le chaos du réel, le chaos du monde, eh bien, du saisissable, de l'harmonique, de l'harmonie, c'est-à-dire un cosmos, un ordre et une beauté. Une chose qui m'a toujours fasciné quand je me balade dans des rayons de parfumerie, c'est la présence des Grecs. Le mot cosmos a donné le mot cosmétique. Et là, vous comprenez tout. Et là, vous comprenez la musique, vous comprenez cette phrase de Platon, vous comprenez tout. Parce que le cosmos, c'est l'ordre et la beauté. La cosmétique, les produits L'Oréal, pour en citer un, bien c'est ça, c'est la beauté. C'est la beauté, l'ordre, l'harmonie. Alors, la conception grecque du cosmos va plus loin que celle de L'Oréal, nous sommes tous d'accord là-dessus, on pourra l'être, on peut le discuter en tout cas. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que derrière le cosmos, ce n'est pas simplement le monde comme une réalité naturelle, physique, ça va au-delà de ça. C'est l'idée d'ordre, c'est l'idée de beauté, et c'est l'idée d'harmonie. Et donc, la musique a aussi à voir avec la compréhension de cette harmonie, qui est l'harmonie la plus haute. Et c'est ce qu'on appelle, chez les pythagoriciens, la musique des sphères. La musique des sphères, ce n'est pas du tout, je ne sais pas moi, ce serait beau, ce serait magnifique à imaginer, peut-être dans les films de Stanley Kubrick, par exemple, le fait que le jeu des planètes génère une musique extraordinaire. Ça pourrait être très beau. Non, la musique des sphères, ce qu'on appelle la musique des sphères, chez les pythagoriciens, l'école pythagoricienne, ils sont nombreux, je crois qu'il y en a plus de 200, eh bien, c'est l'idée que, on l'avait vu rapidement, entre les planètes, il y a des rapports mathématiques qui, finalement, semblent pouvoir s'appliquer à l'ensemble du réel, à l'ensemble du monde, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire entre les planètes, mais aussi à l'échelle microscopique, c'est-à-dire quand on joue de la lyre, puisqu'entre les sons de la lyre, les mesures qui s'appliquent aux planètes se retrouvent. Et c'est la grande découverte, enfin, c'est une des grandes découvertes, cette harmonie des sons qui est à l'image de l'harmonie du monde. Donc cette harmonie musicale, oui, entre le macro et le micro, c'est la grande découverte de l'école pythagoricienne. C'est aussi un moment clé pour la philosophie, puisque on voit que le lien entre ce qu'on pourrait dire un discours cosmologique sur presque ceux que Aristote a appelés les physiciens, c'est-à-dire ceux qui ne s'intéressent qu'à l'ordre des planètes, et les choses humaines, c'est-à-dire ceux qui finalement a trait à la politique, à la société, eh bien, peuvent se retrouver, le macro et le micro, autour de ce concept qui est celui d'harmonie. Et donc, le concept d'harmonie est essentiel. Et quand Socrate nous dit dans ce passage extraordinaire, j'ai reçu en songe
un message qui était fait œuvre de poète et cultive la musique. Eh bien, ironiquement, au soir de sa vie, il va mettre en musique les fables d'Ésope, mais au fond, en tant que philosophe, il a toujours fait de la musique, sans peut-être jamais sortir une note. Et quelle est cette musique? C'est la philosophie. La philosophie est la musique la plus haute, parce qu'elle a attrait aux muses. Elle a à voir avec les muses. Et donc, elle a à voir avec la muse la plus noble, qui est celle qui nous parle de l'harmonie comme grille de lecture universelle, qui s'applique aux planètes, qui s'applique aux notes de musique, qui s'applique pour Platon à la société, au corps politique, à la société idéale, à la société juste, qui s'applique à l'éducation et qui s'applique finalement, on pourrait dire qu'il y a une note bleue ou une note, la note bleue c'est du jazz, mais il y a une note juste, pourrait-on dire, dans l'ensemble des domaines, des champs théoriques et pratiques auxquels nous avons face dès lors que nous essayons de vivre ou de réfléchir. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment ça. L'enjeu de la philosophie, c'est de trouver l'harmonie propre à chaque champ de l'action humaine, qu'il s'agisse de la question de la vertu, qu'il s'agisse de la question de la morale, qu'il s'agisse de la question des arts, qu'il s'agisse de la question politique. L'enjeu ou du sacré ou de la religion, comment penser ces régions de la pensée humaine, de la théorie humaine, de manière harmonique. Comment, finalement, en faisant de la philosophie, comment trouver la note la plus haute, la musique la plus haute, qui est celle qu'on retrouve dans les planètes et qu'on retrouve dans la politique, que l'on retrouve à tous les niveaux. Est-ce qu'il y a des questions, des mains qui se tendent, Guy, par exemple, qui n'a pas pu dire ce qu'il voulait? Mon Dieu, c'est Socrate et Mozart et Guy qu'on assassine. Guy, voulais-tu ajouter quelque chose? Avec ou sans micro? Bien. Si d'autres veulent à leur tour parler, dire quelque chose, n'hésitez pas. Si vous voulez chanter, si vous voulez faire de la musique, n'hésitez pas non plus. Alors, je vois qu'une main se tend. Je croyais que philo, c'était logos pour les Grecs. Alors, logos, c'est le discours, c'est la parole. C'est aussi un peu ce qu'on appelle raison, nous. Logos, c'est justement la grande question que pose et Héraclite, enfin l'autre aussi, Parménide le pose tous, mais le logos, c'est ce qui, d'une manière discriminante pour Platon, par exemple, permet de penser notre rapport à l'être de manière large. Et notre rapport à l'être, le logos, nous permet de le penser d'une manière harmonique, quand on fait un bon usage du logos. C'est-à-dire, le logos, si tu veux, c'est l'instrument de la philosophie. La philosophie, c'est une tension vers plus de sagesse. Et Socrate est le premier, justement, à ne pas faire une philosophie purement théorique, tournée vers les planètes, tournée vers les astres, puisque à l'époque, on va dire au 7e, 6e siècle, les philosophes sont avant tout des cosmologues, sont des gens qui parlent des astres, ou des astrologues, des astrophysiciens, pourrait-on dire. Mais ils parlent peu de la cité, ils parlent peu de la morale, ils parlent peu de la société, ils parlent peu de ce qui, de ce qui nous intéresse en tant qu'être humain. Et ils parlent peu aussi du discours. Les premiers à le faire, ça va être justement Héraclite, Socrate et donc Platon. Mais jusque-là, l'enjeu, c'est on regarde les étoiles parce que les étoiles nous donnent une vision parfaite du cosmos, c'est-à-dire des dieux. Amitié, amour, ce qui nous relie, oui. Et l'amitié ou l'amour, justement, ça n'est rien d'autre qu'une harmonie. Donc, l'harmonia grecque, ça a à voir aussi avec l'idée d'amitié ou d'amour au sens de la philia, qu'il y a dans le mot philosophie. Donc, ce qu'on traduit par l'amour de la sagesse. Mais c'est un amour qui n'est jamais satisfait, vers lequel on court, puisqu'on court toujours vers cette sagesse
dans la manière de questionner, dans l'ajustement du questionnement. Et justement, de la même manière, dans la musique, on cherche toujours la note juste. Et ici, car pour moi, la philosophie est la musique la plus haute, eh bien, c'est la meilleure manière de faire de l'harmonie. Et pourquoi c'est la meilleure manière? Pourquoi est-elle supérieure aux autres? Eh bien, parce que elle s'applique à retrouver l'harmonie qu'il y a entre les planètes, entre les dieux. Donc, il y a une dimension ici qui est à la fois, on va dire, métaphysique ou philosophique. Il y a une dimension qui est musicale au sens propre, au sens d'un rapport aux muses. Et puis, il y a aussi peut-être une dimension religieuse, puisque pour les Grecs, ce jeu entre les planètes, cette musique des sphères est quelque chose, et en particulier pour les pythagoréciens, c'est quelque chose de religieux. C'est la présence des dieux. Alors, si vous le voulez, je sens que vous le voulez, je sens que vous avez soif de musique, parce que là, nous sommes très clairement, à un moment clé, celui où on se demande si effectivement, et comment il va le faire, Socrate va nous jouer de la musique, et de quel type de musique il va jouer. Alors, justement, on arrive à un moment où Socrate, dans le Phédon, semble distinguer deux types de musique. Il y a un premier type de musique, on verra cette distinction entre la musique, on va dire, apollinienne, qui est donc la musique des dieux, qui est une musique sacrée, qui reproduit la musique des sphères, qui reproduit le macrocosme. Et la plus haute forme de musique pour Socrate, c'est justement la philosophie. Et puis il y a un autre type de musique qui est une type de musique peut-être plus plaisant, et dont on va voir ce que pense Socrate. Il y aura des termes beaucoup plus durs pour ce type de musique. Et cette opposition, avant de voir la semaine prochaine comment elle s'articule autour d'une opposition entre un dieu et un satyre, et comment la figure de Socrate tient à la fois du dieu et du satyre aussi, eh bien cette opposition, c'est d'abord une opposition entre deux types de musique. Écoutez ce type de musique, écoutez cette musique, et dites-moi ce que vous en pensez. Après l'avoir beaucoup entendu, l'un et l'autre, l'Aolos et la sitar, Kitara, j'en suis devenu personnellement un grand fan. Donc j'espère vous faire découvrir quelque chose de nouveau. Allons-y. Voyons. Hop. Alors. Nous sommes avec Barnaby Brown. Je vous conseille vivement les vidéos de Barnaby Brown. C'est un fou furieux qui essaye différents types d'instruments, qui est incroyablement érudit, très drôle aussi, et qui a en plus un accent anglais enfin, il n'a pas un accent anglais, il est anglais, mais c'est très drôle de l'écouter parler. Enfin, drôle sans causticité, hein, mais c'est un régal. J'ai regardé cette vidéo plusieurs fois. Alors, on va écouter l'Aolos. Faites attention au rythme, on va écouter quelques minutes d'Aolos, on va écouter quelques minutes de sitar, et on essaiera de voir pourquoi, et c'est la question que je vous pose d'entrée et d'emblée, avant que vous écoutiez, pourquoi les dialogues de Platon clairement condamnent le premier, c'est-à-dire l'Aolos, qui est une forme de double, on pourrait dire un double basson ou un double hautbois. Ce n'est pas vraiment une flûte, vous allez voir le son. Et pourquoi, à l'opposé, Platon, et donc Socrate, son porte-parole dans ces dialogues-là, privilégie les instruments à cordes, certains instruments à cordes, dont la lyre et la cithare. Donc vous allez voir les sons, les différences de sons, et peut-être allez-vous trouver, sans même avoir besoin immédiatement de recourir au texte. Faites bien attention aussi. Allons-y.
octone. Oh, I check. Ok. Merci Barnaby. Et maintenant, écoutons sans plus tarder la sitar. Alors, on interrompt ici malheureusement, mais c'est première question, c'est qu'est-ce que vous avez? On dirait une double lombarde. Oui, alors, quel est votre sentiment après cette double écoute? Bon, alors il faut remettre les choses en contexte. Dans un cas, on a Barnaby qui est seul dans son studio, et dans l'autre cas, c'est un concert. Donc évidemment, c'est peut-être plus accessible. Mais sur le son lui-même, qu'est-ce que vous avez entendu? Quelle est la grosse différence à votre avis? Alors, son de la flûte peu pur, sitar à des réverbérations, oui. Alors, Guy, tu as trouvé le point essentiel, sauf que c'est, bon, on l'entend mal peut-être dans ces extraits, mais je dirais que c'est l'inverse. Mais en tout cas, merci, parce que euh, pour Platon, on va le voir, le gros défaut de la flûte, et donc de l'aolos, qui est un instrument qui n'est pas une flûte, hein, c'est vraiment plutôt une forme de hautbois ou de clarinette double, dont on commence maintenant, et Barnaby qu'on a vu, c'est pour ça que je voulais vous le présenter, sympathique Barnaby en est un des plus grands adeptes aujourd'hui. Cette flûte, par chaque trou, disait-on, on peut obtenir trois mariages, enfin trois sons différents en fonction des agencements et des mariages qu'on va opérer avec les autres notes. Ce qui fait qu'on peut obtenir un nombre, alors pour les Grecs, tel que le voyait en tout cas Socrate, quasiment infini, enfin une infinité de sons, bien plus grande qu'avec la sitar ou avec la lyre. Et surtout, avec la flûte, eh bien, on peut imiter, enfin avec la flûte et la holos, on peut imiter davantage les sentiments humains. On peut imiter davantage la peine, la lamentation. On peut, en fait, d'une certaine manière, imiter les sentiments et faire venir la larme. Alors que la sitar, et en particulier au début de cet extrait, parce que je pense que la fin est un peu modernisée, mais au tout début de l'extrait que je vous ai passé,
vous avez une version de la sitar qui est assez rêche, et c'est comment dire, une version, une note, enfin, c'est une note après c'est une note après l'autre. Il n'y a pas plusieurs notes en même temps. Alors que, justement, avec la flûte, avec la holos, on peut justement surimposer, on peut faire des harmonies plus complexes et surimposer les tons. Ce n'est pas le cas avec la lyre et la sitar. Et en fait, derrière ça, ce n'est pas une question de beauté qui est en jeu, finalement c'est secondaire, ou en tout cas pas la beauté de l'auditeur. Ce n'est pas une question d'esthétique. L'esthétique est une notion, c'est-à-dire la question du goût, qui n'intervient et qui ne se pose vraiment qu'au XVIIIe siècle, 1750, avec un livre qui s'appelle De Baumgarten sur l'esthétique. Ce n'est pas vraiment l'enjeu pour Socrate, ce n'est pas vraiment l'enjeu pour Platon, ni pour Héraclite, Aristote ou les pythagoriciens. La beauté dont il est question ici, c'est la capacité de l'instrument, finalement, à exprimer cette musique des sphères, à être en harmonie avec le cosmos. Et en fait, d'un côté, vous avez la lyre qui a 7 cordes, ou la sitar qui en a plus, mais qui, d'une certaine manière, reproduisent dans leurs notes. Et Platon y insiste, il ne faut pas qu'on change d'une époque à une autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution de la musique dans la cité idéale de Platon. Eh bien, cette musique de cordes permet davantage de reproduire fidèlement l'art des muses, mais l'art des muses le plus noble, c'est-à-dire la musique des sphères, c'est-à-dire les rapports mathématiques qui existent entre les notes et surtout entre les planètes, et donc l'ordre du monde, l'harmonie du monde. À l'inverse, la flûte, la holos, parce qu'elle permet beaucoup plus de variété dans le son, eh bien, en particulier, elle va nous permettre une forme d'imitation des bruits de la nature, une forme d'imitation même, je crois, c'est dans un extrait qu'on va voir, dans la République, Platon dit on peut même imiter l'aboiement des chiens. Alors je ne sais pas comment la flûte permettrait l'aboiement des chiens, mais enfin, c'est la perception qu'en a Platon, et enfin Socrate dans ce dialogue. Et il est très intéressant de voir qu'en fait, ce qui est opposé ici, c'est une musique noble, proche de la philosophie, proche de la cosmologie, proche de la religion, et qui exprime la musique des sphères, qui exprime l'harmonie universelle par le son, et ça c'est donc la musique de la sitar, la musique de la lyre, et qui s'oppose diamétralement, mais diamétralement vraiment, à la musique de la flûte, à la musique de la holos, qui est une musique, on pourrait dire, affective, et qui essaie de reproduire dans le son eh bien, les pleurs, les aboiements, le réel, etc. Et on va voir pourquoi ça pose un problème, et pourquoi, du coup, pour Platon, et on va le voir tout de suite, il est essentiel de chasser les poètes, les mauvais poètes de la cité. Le problème, c'est que dans les mauvais poètes, il met les meilleurs, puisque les meilleurs, c'est aussi Homère, c'est aussi Hésiode, on va le voir tout de suite. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois, il y a une base et une mélodie, tout à fait. Ça me fait penser à ma mortalité pour la cita. Mortalité et mortalité, oui. Alors, il y a une... c'est aussi ce qui est en jeu ici. C'est aussi ce qui est en jeu ici, puisque quand on fait de la musique, quand on fait de la philosophie, eh bien, et c'est pas pour rien que justement Socrate se met à la musique de manière ironique à la fin de sa vie. Il dit tiens, je vais me mettre à la musique. En fait, ce qu'il faut nous dire, c'est qu'il en a toujours fait de la musique. Et d'une certaine manière, sa vie, ça a été une réflexion musicale sur l'harmonie entre le cosmos et le monde humain, et le monde politique aussi. Donc, Gilles qui nous dit pourtant la sitar est un instrument polyphonique contrairement à l'autre. C'est vrai qu'il faut doubler pour avoir plusieurs sons en même temps. Une dépréciation des instruments à bouche. Il y a clairement une dépréciation des instruments
des instruments à vent, des instruments à bouche. C'est pas ce qui sort du corps humain est sale, mais ce n'est pas si loin. Il y a quand même un problème avec le corps humain, puisque Platon, par exemple, pour la musique telle que nous on l'entend, c'est-à-dire les sons, l'art des sons, et donc pas ce qu'il y a de plus noble dans le rapport aux muses, et qui peut être produit en particulier par le son de la lyre ou le son de la cithare, eh bien, Platon dit que les sons pénètrent dans l'oreille. Bon, d'accord, ça on est tous d'accord à peu près, de manière passive. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient déversés. Donc on est passivement des réceptacles de sons. Et qu'ensuite ces sons, les sons qu'on entend, la musique qu'on entend, elle va se retrouver où? Dans une partie du corps qui est le foie. Et quand elle se retrouve dans le foie étant le lieu de la bile noire, donc de l'humeur, et aussi qui va jouer beaucoup sur notre humeur, notre colère ou notre joie, mais plutôt surtout notre colère et notre mélancolie, en l'occurrence avec le foie et avec la bile, eh bien, la mauvaise encolie, la melancholia en latine, c'est la mauvaise encolie, et l'encolie, c'est la bile. En latin, c'est la bile. Eh bien, la mauvaise encolie, donc c'est de là aussi que ça vient, c'est-à-dire qu'on écoute les sons et les sons se retrouvent ensuite dans le foie. Donc si vous écoutez de la musique qui est mauvaise, c'est-à-dire la musique qui n'est pas en harmonie, pour Platon, pas en harmonie avec le cosmos, eh bien, ça peut vous rendre stressé, dépressif, enfin il ne le dit pas ainsi, mais bon, ça peut vous rendre profondément mélancolique, profondément colérique. Et donc la colère, la dépression, les maux du corps, donc Gilles, c'est tout à fait juste, cela peut venir de la musique. Et la musique peut avoir un effet très néfaste sur le corps. C'est pour ça qu'il dit quel type de musique La musique est essentielle à l'éducation, mais de quel type de musique parle-t-on? Et c'est quelque chose d'assez novateur qui, je pense, je ne sais pas si on parlerait du foie aujourd'hui, et de la musique qui a une influence sur le foie, mais en tout cas, dans la mesure où c'est dans le foie qu'on situe les humeurs et la possible mauvaise encolie, mélancolie, tristesse, colère, eh bien, je pense que c'est une idée qui finalement n'a pas beaucoup vieilli. On peut tout à fait se dire que, comme le dira par exemple Spinoza, la musique fait du bien à l'homme. La même musique peut faire du bien à une personne qui est d'humeur joyeuse, ou au contraire renforcer la mélancolie de quelqu'un qui est déjà mal disposé. Alors Platon dit un peu autre chose, il dit que la mauvaise musique va renforcer la mélancolie, mais au fond, on voit que, et c'est toujours valable aujourd'hui, il y a un rapport important entre musique et éducation. La musique peut, de la même manière qu'un texte, un roman, un poème, peut avoir un impact éducatif, pédagogique très important, et peut changer notre rapport au monde. Donc finalement, oui, parce que la musique, c'est quelque chose d'extrêmement physique aussi. Ce qui sort du corps humain est sale, par exemple, parce que finalement, justement là, ce qui rentre dans le corps humain doit être propre pour que notre rapport au monde soit un meilleur rapport pour Platon, et en particulier pour les passages des livres 2 et 3 de la République, où il est justement question de l'éducation et de quel type de musique, quel type de musique il faut privilégier. Alors, revenons à nos textes. Nous avons passé le Phédon, qui est vraiment un passage magnifique, complexe certes, mais magnifique. Et lançons-nous. Alors, on ne va pas tout faire, parce que sinon vous allez être terrifiés, parce que regardez ce qui vient. Tac, tac, tac. Non, là, vous ne pouvez plus. On n'a pas combien de pages. Mais on va voir quelques passages rapides de la République qui, justement, confortent ou nuancent ce que nous avons déjà dit. Et puis, surtout, hop, retournons à notre texte, voilà, la République, eh bien, qui vont peut-être un peu nuancer et commencer à nuancer ce qui a été dit jusque-là. Jusque-là, qu'avons-nous dit? Nous avons dit que
le rapport entre philosophie et musique pour Platon et pour Socrate en particulier dans le Phédon, c'est un rapport qui est un rapport finalement de réflexion autour de la philosophie comme plus haute forme de musique. Donc il n'y a pas une condamnation unilatérale de la musique, bien au contraire, mais il y a une distinction, comme toujours chez Platon. Un auteur contemporain qui est mort récemment, Jacques Derrida, a écrit un texte extraordinaire. Je vous conseille, si jamais vous voulez vous intéresser davantage à l'œuvre de Platon. L'ensemble des œuvres de Platon, il faut les acheter en collection Garnier-Flammarion. Ce sont de meilleures traductions, il y a de très bonnes notes, et il y a de très belles introductions. Et dans l'édition du Phèdre qu'on trouve en Garnier-Flammarion, il y a un texte d'une centaine de pages de Jacques Derrida, qui est un très bel article. Enfin, c'est plus qu'un article, c'est un mini-livre, qui s'appelle La pharmacie de Platon. Et la pharmacie, Derrida a une approche très originale. Il s'intéresse aux mots très présents dans l'œuvre de Platon, de pharmakos et pharmakon. Et en fait, le pharmakos, c'est le pharmacien, et donc on pourrait dire le droguiste, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, le pharmacien, l'homme des filtres. Et puis, le pharmakon, c'est la drogue, c'est le filtre. Et en fait, Derrida remarque que dans les dialogues de Platon, il relève toutes les occurrences des mots, pharmakos, pharmakon, pharmaca, et pharmakos. Et en fait, il remarque qu'il y a souvent un double sens. C'est-à-dire que c'est à la fois le remède, ça va être l'aspirine, ça va être la chose qui va soulager un mal, et aussi, ça va être potentiellement un filtre d'amour, une illusion, ou quelque chose qui va ou qui va vous cacher la vérité. Un peu comme une drogue, un peu comme un opium. Donc on a les deux et vous avez encore cette dualité dans le terme, la pharmacologie qui est plutôt neutre. La pharmacie est plutôt bien connotée. De manière générale, si vous allez à la pharmacie, c'est que vous n'allez pas vous acheter de la drogue. Le mot drogue lui-même, quand on reprend les deux sens, eh bien, il a le sens, on peut dire une drogue, et en anglais ça se dit a drug, c'est quelque chose qui peut être de l'aspirine par exemple. En France, moins. Enfin, en français, pardon, moins. Mais vous avez ces sens très présents, la conjonction, ou cette espèce de contradiction dans le mot même de pharmacon, que remarque Jacques Derrida, qui est donc à la fois un remède positif et un filtre, entre guillemets, négatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et la musique, typiquement, c'est cela. La musique est un pharmacon. La musique, c'est une forme de dissonance, pour utiliser un terme musical, qui est à l'œuvre même dans le rapport entre philosophie et musique. Le réel, on l'a vu avec Héraclite aussi, c'est une forme de pharmacon. Le logos, c'est une forme de pharmacon. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux manières qui sont en contradiction, qui sont en tension et qui nous font penser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être, pour reprendre le fragment 63 qu'on a vu au début, il ne faut pas être particulariste. Il ne faut pas chercher à jouer un sens du pharmacon contre l'autre. Il ne faut pas nécessairement condamner de manière unilatérale un sens contre l'autre. Il ne faut pas, en un sens, condamner, comme le fait par ailleurs Platon, Homère dans les dialogues, et les poètes en les bannissant de la cité, parce que on va se faire le défenseur d'un autre sens positif du pharmacon, qui est celui d'exprimer la musique des sphères, la musique pythagoricienne, la musique mathématique, et les rapports du cosmos, et les rapports mathématiques entre les planètes, entre les sphères. Donc, il y a les deux sens se tiennent toujours, et c'est ce qui est formidable. C'est-à-dire que les deux se tiennent. Un autre sens du mot pharmacon, c'est aussi le bouc émissaire. C'est-à-dire, c'est l'idée que la personne qui vous vend ou qui vous donne ces filtres, c'est aussi la personne, pour les Grecs, quand il y a un problème, quand il y a une plaie, par exemple, quand il y a une épidémie, c'est le cas en ce moment dans beaucoup de pays, propre des pandémies d'ailleurs, eh bien, on va sacrifier quelqu'un. On va prendre
un bouc émissaire. Eh bien, c'est aussi un des sens de ce mot. Donc, vous voyez que c'est assez fascinant parce que finalement, ces mots-là, les mots les plus importants ou les mots les plus centraux pour penser notre rapport au réel, eh bien, ils ont toujours un double sens. La musique a ce double sens. La musique peut être à la fois extraordinairement stimulante parce qu'elle exprime des sentiments, elle exprime des choses qu'on n'arrive pas à exprimer autrement, comme le dit Jean Kelevitch, et en même temps, elle pêche parce qu'elle n'a pas les concepts, elle n'a pas les mots, ce n'est pas la philosophie. Et du coup, elle est dépréciée. Mais il y a toujours ce rapport entre philosophie et musique de fascination et d'envie ou de rejet. Eh bien, de la même manière, chez Platon, donc là on n'est plus chez Jean Kelevitch, mais chez Platon, eh bien, on a cette idée que la musique peut être à la fois la musique des sphères et la philosophie essayer de traduire cette harmonie-là, donc c'est la musique la plus haute, et une musique qui va plaire au sens, une musique qui va être, entre guillemets, une prostitution des muses, plus qu'un hommage aux muses, si vous voulez. Alors, si vous n'avez pas de questions, continuons un peu sur la République. Et puis, avant de vous abandonner dans une forme de culpabilité, pour reprendre les termes du début du feuilleton, et aussi pour décharger mon âme, comme le formulait la traduction, eh bien, on abordera quelques œuvres de Paul Klee, sur lesquelles aussi nous repartirons la semaine prochaine. Alors, rapidement dans la République. Nous sommes directement. Attendez, hop. Voilà. Hop. Voilà. Première page sur la gauche. Est-ce que quelqu'un veut lire? Est-ce que quelqu'un veut lire? Attendez, hop. Je ne sais pas si. Voilà. Hop. Attendez. Est-ce que quelqu'un veut lire le bouc émissaire? Comment on rappelle le bouc émissaire? Alors attendez, le bouc émissaire. Alors le bouc émissaire, c'est celui qu'on sacrifiait. Par exemple, si nous avons un désaccord entre nous, eh bien le bouc émissaire, ça va être la troisième personne qu'on va sacrifier pour qu'on se mette tous d'accord. Alors, est-ce que quelqu'un veut lire le passage qui est en haut? Par conséquent, dis-je. Alors, là, nous sommes avec un joueur typiquement le mauvais musicien, celui qui joue de l'aolos, donc c'est la double flûte que nous avons écoutée tout à l'heure pour Platon. Par conséquent, dis-je, celui qui n'est pas de ce calibre, plus il sera médiocre, plus il imitera n'importe quoi. Il n'estimera pas qu'il existe quelqu'un qui lui soit inférieur, si bien qu'il entreprendra avec sérieux de tout imiter, même devant un public nombreux. Cela inclut les choses dont nous parlions à l'instant, les coups de tonnerre, les rafales de vent, de grêle, les bruits des essieux et des poulies, les sons des trompettes, des flûtes et des chalumeaux et de tous les instruments. Les chalumeaux, ce sont des instruments de musique, sans compter les cris des chiens, ah oui, les aboiements, les moutons, les oiseaux. Toute sa manière de s'exprimer aura donc recours à l'imitation des voix et des gestes, et ce qui appartient au récit sera donc minime. Alors vous voyez ici quel est le reproche qui est fait à ce type de musique? Quel est le reproche, à votre avis? Eh bien, alors, voyons cela en prenant un angle légèrement différent. Regardez, un peu plus bas dans le récit, et là vous allez comprendre. Vous allez tout comprendre. Alors, la question c'est celle de l'imitation. Alors,
Quelques livres plus tard, au livre 10, on était au livre 3, maintenant nous sommes au livre 10, on reviendra sur ces livres la prochaine fois, mais c'est très important de saisir bien ce point et vous verrez tout l'enjeu de ces deux types, de ce pharmacone musical, de la musique comme pharmacone, c'est-à-dire comme à la fois un remède pour l'âme et aussi un danger, un opium pour l'âme. À présent, considère le point suivant. Dans quel but l'art de la peinture a-t-il été créé pour chaque objet? Alors, l'art de la peinture ou l'art de la musique, c'est la même chose. Est-ce en vue de représenter imitativement pour chaque être ce qu'il est, ou pour chaque apparence, de représenter comme elle apparaît? La peinture est-elle une imitation de l'apparence ou de la vérité? L'interlocuteur de Socrate lui répond, mais de l'apparence. Oui, l'art de l'imitation est donc bien éloigné du vrai. Et c'est apparemment pour cette raison qu'il peut façonner toute chose. Pour chacune, en effet, il n'atteint qu'une petite partie, et cette partie n'est elle-même qu'un simulacre. C'est ainsi, par exemple, que nous dirons que le peintre peut nous peindre un cordonnier, un menuisier et tous les autres artisans sans rien maîtriser de leur art. Et s'il est bon peintre, il trompera les enfants et les gens qui n'ont pas toutes leurs facultés en leur montrant de loin le dessin qu'il a réalisé d'un menuisier, parce que ce dessin leur semblera le menuisier réel. Alors, prenant l'exemple du menuisier, Platon avait aussi pris la question de la table. Et il pose la question. Pour cette question, enfin, comment dire, au début de ce livre 10, il envisage par exemple la question de la table. Et de la même manière qu'il y a une harmonie des sphères, il y a une idée de la table, la table parfaite, la table idéale, qui est dans la tête du menuisier quand il se dit « je vais construire une table ». C'est donc, si vous voulez, un modèle, un paradigme, on pourrait dire, ou ce que Platon appelle une idée. Donc il y a l'idée de cette table que le menuisier a en tête. C'est le plus haut degré de vérité finalement, parce que c'est le modèle absolu. Ensuite, vous avez la table que va effectivement construire le menuisier. C'est la table réelle. Cette table réelle, c'est une table particulière. Ce n'est pas la table absolue, ce n'est pas la table, entre guillemets, vraie qu'il avait dans la tête. Elle diffère un peu, elle n'est pas aussi parfaite en modèle. Et puis, elle est concrète, elle s'use, elle va peut-être disparaître un jour. Elle n'a pas cette absoluité, cette vérité qu'a la première table. Donc, le premier type de table, c'est celle qu'on a dans la tête et dont Platon nous dit qu'elles sont créées par les dieux, sont une création divine. Le deuxième type de table, ce sont des tables qu'on fait nous-mêmes, celles du menuisier. Et puis le troisième type de table, et là c'est pour ça qu'il dit dans ce passage, la peinture est une imitation de l'apparence et non pas de la vérité. Celui qui imite la vérité, c'est le menuisier. Mais celui qui peint la table, ou celui qui peint le menuisier, il ne peint pas la vérité, ou il ne construit pas la vérité, il peint l'apparence. C'est-à-dire la table, il peint la table que le menuisier lui-même a construite. Ou le menuisier, d'ailleurs, il peint le menuisier qui est un menuisier particulier. Donc vous voyez que le gros problème que Platon a ici avec l'imitation, enfin avec la peinture, mais ça s'applique à la musique, on l'a vu avant avec la question de l'imitation des aboiements, des moutons, etc., c'est que la musique, comme la peinture, comme la poésie, et c'est encore une fois le musique en ce sens-là, large des arts des muses, le mauvais art des muses, ces arts finalement, ces arts des muses sont finalement, médiocres, c'est le terme qui était employé au livre 3, quand ils prétendent imiter le réel. Parce que quand ils prétendent imiter le réel, eh bien, ils imitent l'apparence. Et donc, ils nous induisent en erreur. Socrate a en particulier en tête, dans le passage suivant, la question de la perspective. Si vous voulez représenter fidèlement aux yeux de quelqu'un qui est situé, par exemple, très au pied du temple, si vous voulez représenter pour un œil placé au pied d'un temple grec une frise quelconque, par exemple une représentation de végétaux ou d'un motif quelconque, motif géométrique quelconque, vous devez prendre en compte, vous devez tricher sur la perspective. Et donc ce que vous faites,
Au lieu d'utiliser le cosmos, au lieu d'utiliser les mathématiques, au lieu d'utiliser la vérité comme référence, vous utilisez les limites de l'humain, les limites du corps, les limites du sensible. Parce qu'on est petit, parce qu'on est au pied du temple, pour que du pied du temple, eh bien, je vois, par exemple, la tête d'une statue immense ou un modèle en haut d'un temple avec les proportions adéquates, eh bien, on va devoir tricher. Le sculpteur, le peintre va devoir tricher sur la taille réelle de la tête ou sur la taille réelle ou sur l'agencement, le motif, la figure qui va effectivement sculpter ou peindre. Ça, c'est ce qu'on appelle la perspective. Et donc, il dit, la perspective, elle est faite pour l'œil humain, mais elle n'est pas faite pour l'œil divin. Et l'œil divin, c'est ce qui est le plus haut. L'œil humain, c'est l'art de la tromperie, c'est l'art de l'imitation, c'est l'art du faux. Et vous voyez que pour la musique, c'est la même chose. Pour la musique, le bon musicien, ce qu'on appelle un bon musicien, c'est celui qui nous trompe en reproduisant par la flûte les différentes musiques du réel. Et on va essayer de reproduire les larmes et d'inciter et de créer les larmes. On va finalement, en jouant sur les différents rythmes, eh bien, on va essayer par la musique, par l'aolos en particulier, mais pas seulement, il y a d'autres instruments que Platon n'aime pas trop, eh bien, par la variété de sons qu'ils peuvent produire, et notamment les instruments modernes à l'époque de Platon, eh bien, il faut faire attention, il dit, parce qu'avec cette variété de sons, eh bien, on peut mentir de mieux en mieux, et on peut imiter de mieux en mieux, mais en imitant de mieux en mieux le monde tel qu'il nous apparaît, à nous les hommes, on s'éloigne de plus en plus de la musique des sphères, on s'éloigne de plus en plus de la musique du cosmos et de l'harmonie cosmique. Et donc, on s'enferme dans une musique imitative médiocre. Et le paragraphe suivant, de la même façon, je pense, nous dirons que l'expert en poésie, à l'aide de mots et de phrases, émaillera chaque art des couleurs qui lui conviennent, sans connaître rien d'autre que l'art d'imiter. Alors, ça c'est en 601A, c'est sur la droite. L'expert en poésie, à l'aide de mots et de phrases, émaillera chaque art des couleurs qui lui conviennent, sans connaître rien d'autre que l'art d'imiter. Eh bien, c'est le musicien, c'est le musicos, le piètre musicos, c'est-à-dire pas celui, on le verra la semaine prochaine, d'Apollon, mais plutôt c'est le musicien, le musicos qui est davantage celui qui joue de l'aulos, celui qui finalement, celui qui en fait s'enferme dans l'art d'imitation. Avec le résultat, je continue la lecture, qu'il paraîtra s'exprimer magnifiquement aux yeux de tous ceux qui ne jugent que sur les mots, toutes les fois qu'il s'exprimera sur la cordonnerie ou encore sur la conduite des armées ou sur quelque autre sujet en ayant recours à la versification, au rythme et à l'harmonie. C'est-à-dire que, en utilisant la musique, en utilisant la beauté des notes, eh bien on va passer du cosmos au cosmétique. C'est-à-dire qu'on va rester dans un rapport qui ne sera pas mathématique et cosmique au réel, mais plus un rapport qui sera fondé sur le fait que la musique nous plaise, le fait qu'on l'aime bien, le fait que ça nous charme. Et donc, vous voyez, on est loin de ce qui fait du bien à l'âme, le remède noble, le pharmacos noble. On est plus sur un pharmacos qui est une drogue, une musique qui est une imitation de l'apparence, telle qu'elle apparaît aux hommes, et non pas un remède tel que l'ont voulu penser et créer les dieux, de la même manière qu'ils ont créé et qu'ils sont les planètes pour les pythagoriciens. Alors, avant de nous quitter, je sais qu'il est un peu tard, certains d'entre vous sont déjà sans doute, se rêvent déjà de dîner, mais justement, je vais vous laisser sur une note extraordinairement à la fois poétique et puis une note qui nous suggère que
au-delà de ce que dit Platon, qui semble assez aride et finalement qui nous placerait du côté d'une conception de la musique très mathématique, très idéale, à l'opposé à une conception fondée sur le plaisir, eh bien, essayons de comprendre comment ça peut s'appliquer à nous. Comment ça peut s'appliquer à nous. Et alors, pour cela, on peut faire un détour rapide. On reviendra dessus la prochaine fois. On peut faire un détour rapide par la réflexion plus contemporaine, celle de la peinture, celle de Paul Klee, par exemple. Vous voyez le tableau de Paul Klee. C'est un tableau... alors, Paul Klee, il est 1879. Il est né en 1879. Il meurt en 1940. Donc, 79, vingtaine d'années. Il est déjà un poète, un peintre, pardon, très connu. Il est un des fondateurs de l'école du Bauhaus et c'est un des théoriciens au sens propre de l'art moderne, parce qu'il a écrit un livre génial, que je vous conseille de lire, qui s'appelle Théorie de l'art moderne, très facile à lire, très plaisant à lire. Et l'autre avantage de Paul Klee, quand on parle de musique et de philosophie, c'est que, en plus d'être un théoricien extraordinaire, en plus d'être un peintre, alors on peut apprécier ou pas sa peinture, moi j'aime beaucoup sa peinture, il a aussi eu, comme beaucoup de peintres de cette époque-là, différentes époques figuratives, abstraites, etc., avec à chaque fois quelque chose qui est plus que du figuratif quand c'est du figuratif et plus que de l'abstrait quand c'est de l'abstrait. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que c'est un peintre qui, en plus de cela, est un musicien. Paul Klee était un très bon violoniste. Sa femme était d'ailleurs pianiste. Il est d'une famille de musiciens. Et donc, sa peinture, dire qu'une peinture est musicale, ça veut tout et rien dire, mais il a fait vraiment une recherche pour comprendre, essayer de trouver des harmoniques, c'est comme ça qu'il les appelle, entre la peinture et la musique. Alors, le tableau qui est à gauche ici, justement, eh bien, je vais faire l'hypothèse suivante. On va faire l'hypothèse suivante, c'est-à-dire qu'on va faire l'hypothèse que c'est typiquement une illustration de ce que Platon pourrait appeler la musique philosophique ou la musique noble. Et j'aimerais que l'une d'entre vous, l'un d'entre vous, nous lise cette magnifique phrase de Paul Klee sur laquelle nous allons réfléchir. Alors, qui veut lire? Plus vite nous lisons, plus vite nous arrêtons. Et plus vite vous allez manger. Vous le savez. Après, si vous ne voulez pas lire, il n'y a pas de problème, je peux lire. Et s'il y a une bonne volonté dans l'assistance. Alors, je me lance, je vais faire je vais jouer la bonne volonté. Donc, dans Théorie de l'art moderne, Véro. Vas-y, Véro. De même que l'homme, le tableau a aussi un squelette, des muscles et une peau. On peut parler d'une anatomie particulière du tableau. Un tableau avec le sujet homme nu n'est pas à figurer selon l'anatomie humaine, mais selon celle du tableau. Paul Klee, Théorie de l'art moderne. Alors, merci beaucoup pour cette lecture. Si on l'applique à ce tableau, donc parterre multicolore, ce sont des fleurs que Paul Klee peint. Comment est-ce qu'on pourrait justement comprendre l'art de la peinture tel qu'il est décrit ici? Il dit le tableau a lui aussi un squelette, des muscles et une peau. Si on l'applique aux fleurs, c'est pour ça que je vous ai mis, il parle de ce tableau lui-même, mais je voulais que justement tout ne soit pas fait. Faites l'analyse vous-même et appliquez-la à ce parterre multicolore. Et ensuite, on verra en quoi c'est lié directement à la pensée platonicienne. Véro, vous voulez vous lancer? Quelqu'un d'autre? Alors, donc comme il est un peu tard, je vais avancer, nous allons avancer en pleine harmonie. De même que l'homme, le tableau a lui aussi un squelette. Ici, on envisage évidemment un modèle. Alors, un modèle nu ou pas nu, peu importe. Nu de préférence parce que, évidemment, c'est mieux pour imaginer les muscles et la peau. On peut parler d'une anatomie particulière du tableau. C'est-à-dire que l'idée de Klee est qu'au fond, le tableau ne reproduit pas le corps de l'homme, ou l'anatomie, ou la fleur, ou le sujet quel qu'il soit.
que ce soit un menuisier, une table, des fleurs, un parterre de fleurs ou un corps humain. Non, le tableau a lui-même sa propre respiration. Et l'enjeu de ce qu'on peint, ce n'est pas de reproduire ce qui est visible et ce qu'on voit à l'extérieur, mais Paul Klee le dit ailleurs dans la théorie de l'art moderne, c'est de rendre visible. C'est de rendre visible la respiration propre, pas l'apparence, non, mais la vérité même de l'homme que l'on peint, du parterre de fleurs que l'on peint. Donc, ce n'est pas simplement comment je vois les choses ou ma perception que je mets sur la toile. Non, non. Je pars du principe qu'il y a une anatomie particulière du tableau. Et cette anatomie particulière du tableau, le peintre, comme le musicien ou la personne qui écoute de la musique ou la personne qui fait de la philosophie, leur objectif, c'est de la rendre visible. Donc, quand on essaie de réfléchir, à faire de la philosophie, quand on fait de la musique, quand on peint, l'objectif, ça ne va pas être ni de répéter, ni de reproduire le réel, ni de répéter ce qu'a dit Nietzsche, ni de répéter ce qu'on a vu, de reproduire fidèlement sur la toile ce qu'on a vu. Non, ça va être d'exprimer le squelette, les muscles et la peau du tableau lui-même. Alors, pour finir et mieux comprendre ça, regardez ce tableau de Klee, qui est un peu avant. Alors, j'ai laissé la même phrase. Là, c'est l'homme seul au basson, donc c'est un tableau un peu plus ancien, 1918. Paul Klee est à Munich et il fait ce tableau où effectivement il essaie de reproduire un homme qui joue du basson. Bien. Alors, le basson, on le voit plutôt bien d'ailleurs, assez fidèlement. Mais dans ce tableau, si on regarde maintenant, alors il y a des symboliques, vous voyez les étoiles juives sur la droite, vous avez énormément de lignes qui s'apparentent à potentiellement à des partitions musicales aussi, ça a été dit, mais il y a plein d'interprétations possibles, et finalement c'est secondaire, des tableaux de Paul Klee. Mais si on revoit cette phrase, de même que l'homme, le tableau a lui aussi un squelette, des muscles et une peau, on peut parler d'une anatomie particulière du tableau. Ici, on a une anatomie particulière du musicien. Un tableau avec le sujet homme nu n'est pas à figurer selon l'anatomie humaine, mais selon celle du tableau. Ce qui est en jeu ici, la musique qui est jouée, exprimée par la peinture, finalement. Le but n'est pas de reproduire fidèlement un homme avec une certaine... pour l'œil humain, c'est-à-dire pour l'œil humain au sens où le disait Platon. Il ne s'agit pas de reproduire fidèlement par l'harmonie imitative des sons ou par la fidélité du pinceau. Il ne s'agit pas du tout de reproduire ce qu'on voit ou ce qu'on entend quand, je ne sais pas moi, la pluie tombe ou les chiens aboient, pour reprendre l'image, ou le mouton, pour reprendre l'image de la République. Non. Donc il ne s'agit pas de figurer selon ce que voit l'œil humain, pour reprendre la phrase figurer selon l'anatomie humaine. Il ne s'agit pas de figurer selon ce que voit l'œil humain. Non, il s'agit de partir du principe que la musique, la peinture sont un certain mode d'expression avec ses propres règles, qui ne sont pas celles du regard, qui ne sont pas celles de l'imitation, et qui sont autres finalement, et qui se donnent avec la logique même du tableau. Donc c'est une anatomie particulière du tableau. Platon, lui, dira l'objectif de la musique, l'objectif du tableau, ce n'est pas d'être fidèle à ce qu'on voit, à l'apparence. Non, c'est d'être fidèle à l'idée, à la vérité. Donc à la musique des sphères, donc à la géométrie, donc aux muses, en tant qu'elles sont finalement des muses des muses cosmiques, si vous voulez. Et bien là, de la même manière, ce que fait Paul Klee, c'est qu'il laisse parler le cosmos. Il laisse parler le cosmos sur la toile. La musique, l'homme tel qu'ils sont peints, et avant le parterre de fleurs, ou encore, et j'adore ce tableau de Klee, voilà, cet agencement, eh bien, finalement,
ce n'est pas la manière que Paul Klee a de voir les choses, ce n'est pas une forme d'impressionnisme, c'est tout, sauf évidemment une fidélité imitative, une reproduction du réel, parce que sinon il faudrait être un peu inquiet pour l'œil de Paul Klee. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. On part du principe que le tableau lui-même peut rendre évident la couture des êtres, ce que Platon appelle les idées, ce que Klee appelle l'anatomie. Donc l'anatomie, les idées ou la vérité pour Platon, eh bien tout ça, c'est ce que la peinture de Paul Klee, et c'est ce que pour Platon, la musique de la cithare reproduit. C'est-à-dire quelque chose qui a davantage à voir avec le cosmos, avec une logique propre, qui n'est pas imitative, qui n'est pas sensible, qui n'est pas l'œil sensible de l'homme qu'on reproduit, etc., ou l'oreille sensible. Non. Ici, il s'agit vraiment de donner à voir dans la peinture ou de donner à entendre par la cithare, le musique et les idées. Et c'est vraiment ça qui est en jeu et qu'on voit ici chez Paul Klee, à différents moments de son existence d'ailleurs, puisque ces derniers tableaux, ou plutôt gravures, en 1940, sont aussi très intéressants de ce point de vue, puisque il y a aussi une forme de recherche, non pas vers l'abstraction, mais vers de plus en plus de pureté, avec de moins en moins de couleurs d'ailleurs. Et on voit que quoique à des périodes très, très éloignées l'une de l'autre, eh bien, il y a des parentés très étonnantes entre Paul Klee et Platon. On reviendra dessus la prochaine fois. Et nous avancerons surtout la prochaine fois dans un texte extraordinaire qui fera suite à la République. On va revenir un peu sur notre lecture de la République pour bien la clarifier. Et puis nous avancerons dans le banquet, avec une lecture extraordinaire de Michael Lansdal que l'on aura la semaine prochaine. Il ne sera pas avec nous malheureusement, mais en revanche on aura sa lecture, sur un passage où justement la figure de Platon Platon distingue deux grandes figures qui sont Marsyas d'un côté, donc c'est un satyre qui joue de la flûte, et Apollon, qui est le dieu de la lyre, et qui lui, dans une tension entre le satyre, donc le dieu, pas le dieu d'ailleurs, le satyre c'est plus une figure mythologique et une figure, comment dire, mélange de bouc et d'homme. Eh bien, le satyre d'un côté et le dieu apollinien de l'autre, l'impur et la pureté de l'autre, la flûte face à la lyre, eh bien, ces deux figures façonnent le développement et la réflexion de l'harmonie chez Platon. Et comme on le disait tout à l'heure sur la drogue et le remède, ou sur le pharmacone, il ne s'agit pas de dire que comment dire, il ne faut pas avoir une lecture unilatérale. Les deux se complètent et les deux nous permettent de comprendre ce qui est en jeu dans la philosophie et ce qui est en jeu dans la musique. Est-ce qu'il y a des questions alors que la pluie la redouble derrière moi? Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, si vous n'avez pas de questions, attendez, voilà, hop, non. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie toutes et tous. La semaine prochaine, donc, nous poursuivrons notre effort collectif. Nous aborderons le banquet de Platon, qui est un texte extraordinaire. Et puis, j'espère vous revoir en excellente santé, confinés mais heureux. Et puis, merci encore pour votre généreuse et patiente écoute. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci, Véro. Merci, Véro. À la semaine prochaine.